Substance. Podcast stupéfiant. Bonjour à tous, bienvenue dans Substance, Ali et la Jurema, épisode 1. Dans cette nouvelle série d'épisodes, on va découvrir un nouvel univers culturel et spirituel né de la consommation d'une plante psychotrope, la Jurema. La Jurema, c'est d'abord une plante. C'est le nom populaire du Mimosa tenuiflora qui pousse en Amérique centrale et dans le nord du Brésil, et qui contient une grande quantité de DMT, la molécule visionnaire contenue également dans l'ayahuasca. Mais le terme Jurema désigne aussi les pratiques rituelles qui entourent la consommation de cette plante au Brésil. C'est un univers riche, fascinant, au carrefour de plusieurs influences culturelles, et qui se distingue assez nettement des pratiques chamaniques des groupes culturels amazoniens comme les Shipibo. On va le découvrir en écoutant le récit d'Ali, qui est parti il y a quelques années au Brésil dans le cadre de ses études universitaires d'anthropologie et qui est revenu en France, initié à la Jurema après plusieurs voyages. Réglez le son, mettez-vous bien et écoutez, vous êtes dans Substance. Alors moi je suis métis franco-pakistanais. Mon père est pakistanais, ma mère est française. Mais j'ai pas été élevé par mon père et avec assez peu de liens finalement avec le Pakistan, même si je suis allé quelques fois. Et ma mère est journaliste, du coup plutôt classe moyenne. Et je suis né dans le sud de la France. J'ai grandi jusqu'à mes 9 ans dans le sud de la France, pas à la campagne. Après je suis monté à Paris. J'ai passé mon adolescence à Paris et jusqu'à mes 18 ans, après j'ai bougé. Ouais, j'ai l'impression d'avoir une enfance plutôt heureuse. Après, il y a eu des moments surtout dans le sud de la France. Parfois, c'était pas complètement facile à l'école et tout d'être un enfant racisé. Mais quand même, j'ai eu une mère aimante. Et puis, grandir à la campagne quand j'étais enfant, avoir accès à de l'espace et tout, c'était un privilège ça. J'étais du genre à aller à pas mal être dehors. Pas mal dans la forêt, pas mal de contact avec la nature quand j'étais petit. Ça a été une transition difficile d'ailleurs au début de partir à Paris. Parce que j'étais tout le temps... C'est marrant, j'étais très fasciné quand j'étais petit déjà par la culture amérindienne, nord-américaine surtout. J'étais tout le temps en train de jouer aux Indiens. Je me souviens, il y avait une boutique à mon village qui était tenue par qui devait être d'origine indigène nord-américaine. Et j'avais plein de vêtements, de plumes, de trucs comme ça. J'étais déjà assez branché par tout ça. Quand j'étais dans le sud, j'étais dans une école un peu alternative. Un système scolaire différent, quoi, un peu plus autogéré. Et du coup, en plus de la ville, il y a aussi passé au collège un système scolaire normal, beaucoup plus répressif quand même. Ça m'a pas mal changé. Puis j'ai commencé assez vite à fumer aussi. Enfin, vers mes 14-15 ans, la beuh et tout ça, ça a commencé à prendre une place importante dans ma construction. Ce qui m'a attiré dans le fait de fumer, je pense qu'au début c'était vraiment les copains, quoi. Tu sais, t'es un jeune adolescent, t'as envie d'avoir l'air adulte. Mais ce que j'ai aussi commencé quand même assez tôt, c'était les acides, vers 16 ans, je pense. Quand j'étais au lycée, il y a un pote qui avait un plan pour ça. Ce moment-là, je pense que je retrace ça pas mal quand j'ai eu 15 ans, je suis parti au Pakistan. Et j'y étais déjà allé, mais très enfant. Et ce voyage, j'ai fait un voyage en Inde, Pakistan et un peu Afghanistan. Et là, il y a eu vraiment des moments très forts et très marquants. Spirituellement aussi, d'être en lien avec des cérémonies soufis, en tout cas des contextes culturels où le spirituel et le religieux étaient beaucoup plus présents. Et du coup, j'ai assisté à plusieurs choses, mais ce qui m'a le plus marqué, c'était vers Lahore, où du coup, il y a un cimetière. Et parce que c'est là où il y a les cimetières, c'est là où il y a les tombes des saints, quoi. Et tous les vendredis, il y a une cérémonie, et donc il y a des gens qui jouent de la musique, c'est très percussif. Et je me souviens, il y avait un mec immense, et il avait, tu sais, une espèce de tambour qui était avec une lanière autour de lui. Il tournait sur lui-même, du coup, le tambour, il était dans les airs, comme ça, il était aveugle. Et il y avait des mecs
des derviches quoi, qui tournaient sur eux-mêmes en disant Allah, Allah, mais beaucoup plus anarchique que ce qu'on peut voir des derviches tourneurs turcs où c'est très chorégraphié. Il y avait moi j'en ai pas bu, j'étais avec ma mère, mais il y avait un immense chaudron vraiment en mode panoramique avec tu sais, du banc glacé, du lacier à la bœuf vert fluo, là ça voulait hyper fort. Et tout le monde, c'est marrant parce que tout le monde lance des billets. Il y a un truc, ça fait un peu nous c'est un imaginaire qu'on a plutôt dans le gangsta rap et pas dans des cérémonies religieuses. Et tout le monde a des grosses liasses de billets en petites coupures qui lancent sur les seins, sur les derviches. Du coup, il y a ou des fleurs aussi. Santa Teresa me abre os caminhos. Minha Santa Teresa me abre os caminhos. Et j'ai l'impression que quand je suis rentré à Paris et que j'ai commencé à m'intéresser peut-être différemment à la weed et puis aussi à des psychédéliques plus forts, j'ai l'impression que c'était marqué, enfin influencé par ce voyage-là. Rétrospectivement, je pense que c'est très 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 jeune si je pouvais. Mais je pense en tout cas ça venait de un endroit où j'avais des questions, ou en tout cas ce voyage a ouvert des portes que j'ai explorées comme ça par la suite. Après, je dis ça rétrospectivement parce que c'est venu dans ma vie à peu près au même moment. Et je pense que ça a un lien rétrospectivement, mais quand je prenais des acides avec les potes à 16 ans, on écoutait du rock psychédélique, on fumait des joints dans l'appart de mon pote, on faisait pas des rituels soufis. Mais enfin, tu vois, je pense que c'est pas un hasard que ce soit arrivé après ça. Jurema, minha Jurema, Jurema, Jurema minha. Donc du coup, à l'époque, pour contextualiser, à l'époque, il y avait un forum français qui était assez important dans la communauté psychédélique. Et moi, je crois que j'y suis arrivé parce que je cherchais des informations sur la salvia, la Saval divinorum. J'avais eu, à l'époque, c'était possible, maintenant c'est un peu plus difficile, mais à l'époque, c'était assez facile d'acheter des boutures de cette plante. Et du coup, je m'étais procuré une bouture et j'en avais une chez moi et je pense que je cherchais des informations là-dessus. Et c'est un forum, c'était un endroit qui était très... Moi, ça m'a beaucoup formé intellectuellement et dans mon rapport aux plantes aussi, c'est sûr. Et je pense que c'est aussi dans la manière dont... Enfin, le fait que la Jurema, la manière de pratiquer ces plantes-là, le rituel que je pratique, ça m'est plu. Je pense que c'est lié à des choses qu'il y a sur le forum aussi. En fait, il y avait un aspect, comment dire, information RDR, quoi, réduction des risques, qui est hyper salutaire, mais que d'autres forums font aussi très bien, comme Psychonautes. Mais sur ce forum Lucid State, il y avait un aspect vraiment contre-culturel. Il y avait beaucoup de posts et d'informations, tu vois, sur des groupes de musique hyper obscurs, sur de la philosophie, sur de la spiritualité, et aussi une emphase du coup sur ces plantes-là, qui à l'époque étaient moins connues peut-être que... Enfin bon, c'est pas non plus, on parle pas des années 90, hein, mais ouais, 2007-2008. Ouais, c'était moi. Maintenant, tu vois, l'ayahuasca, t'as des séries sur Netflix et tout. Même des gens qui sont pas du tout dans ça, dans ce délire-là, ils ont entendu. Et à l'époque, c'était quand même pas complètement inconnu comme des gens plus vieux qu'on peut connaître l'ont vécu. Mais moi, en tout cas, j'ai découvert ça par ce biais-là et aussi par un biais qui était déjà assez anthropologique, assez pas naïf. Parce que il y a beaucoup de discours là-dessus, sur l'ayahuasca. Tu vois, j'ai l'impression quand même, soit il y a un discours assez nihiliste sur les drogues, on va dire, enfin hédoniste en tout cas, de défonce et tout ça. Et quand on mélange, on va dire, spiritualité, c'est un gros mot spiritualité, mais en tout cas une espèce de recherche comme ça de l'invisible, du non-humain, et plantes, de pouvoir ou drogue, souvent. Souvent, il y a beaucoup de discours assez New Age et assez peu politisés, justement, et pas anthropologiques. C'est une logique assez coloniale, en fait, où les spécificités des cultures, d'où viennent ces plantes, c'est pas très important, c'est juste l'expérience qui prime. Et là, justement, il y avait une approche quand même assez anthropologique déjà, et assez politisée, pas naïve, justement, ouais, c'est ça. Et ça m'a beaucoup formé, j'étais jeune, ça m'a aidé, ouais. Jesus é o meu protetor. J'ai découvert l'ayahuasca parce que j'avais un ami très très proche qui l'avait fait. A Jurema é Moi, ça m'intéressait déjà par mes expériences sur ce forum, j'en avais beaucoup entendu parler. Ça faisait un moment que je voulais boire et que j'avais pas de contact, mais rétrospectivement, c'était bien de pas boire plus tôt aussi, ça demande quand même une certaine maturité.
Et du coup, j'avais cet ami qui avait déjà bu, et donc il m'a incrusté, quoi. Et du coup, c'était en Europe. Ah, je me souviens, je pense que ça fait ça à beaucoup d'Européens, de personnes dont c'est pas la culture, l'ayahuasca. Je me souviens la première fois que j'ai bu. euh, En plus, il y avait pas mal de gens plus âgés que moi. Ça commence à monter, t'es dans l'expérience, mais il y a vraiment un moment où je suis pas seul à relater ça, il y a plein de personnes qui disent la même chose, où tu prends du recul et t'es là, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Toutes ces personnes avec des plumes dans les cheveux qui jouent aux Indiens, là, avec des encens, des icaros bizarres, des chants. Mais après, ça passe, ce moment-là. Parce que quand t'es sous l'effet de la plante, tout devient, tu comprends rien. Tu comprends rien, mais en même temps, tout est très logique, tout est très parfait. C'est des personnes qui faisaient ça super bien. Et puis avec aussi un aspect, l'endroit où je l'ai fait, c'était bien parce que quand je parlais de New Age, justement, euh, c'est des gens qui étaient pas là-dedans, quoi. À la fois, c'était très sérieux. Et c'est des personnes qui savaient ce qu'ils faisaient, mais à la fois, il y avait un côté pas pris au sérieux. Enfin, je trouve que c'est un bon signe. C'est un conseil que je donne d'ailleurs pour tous les gens qui peut-être voudraient essayer ces plantes-là et cherchent un facilitateur. La capacité de la personne à être sérieuse dans ce qu'elle fait, mais à pas se prendre elle-même au sérieux, c'est très important, je pense. Et là, il y avait cette énergie-là. À la fois, c'était une grande fête, et à la fois, c'était bien fait. Bien sûr, l'anthropologie, je pense que ça a été nourri d'abord enfin, par ce forum dont je parlais. Ça a été nourri d'abord par ce forum dont on parlait. Et puis les expériences avec l'ayahuasca, l'intérêt du coup pour ces cultures-là. Et puis aussi mes origines pakistanaises, le fait d'avoir été au Pakistan, du coup, ça fait toujours euh, un intérêt dans ma vie pour l'altérité culturelle. Donc nourri à la base par quelque chose de l'ordre de mon histoire familiale, mais, euh, mais c'est sûr que moi, découvrir de l'ayahuasca, ça a été hyper important là-dedans. Ouais. Du coup, à l'université, j'ai rencontré une fille avec qui je suis toujours en relation, ça fait plus de 10 ans. Elle était vraiment branchée par le Brésil. Et il y avait la possibilité à la fac de faire un séjour d'échange quoi d'un an. Et donc c'était payé par la fac, enfin c'était très confortable. Tu avais un visa d'un an et puis 500 balles par mois, ce qui est pas mal d'argent en Amérique du Sud. Et moi le Brésil, je connaissais pas et ce qui m'intéressait c'était l'Amazonie quoi. Je pense que je l'aurais pas rencontré, que je serais sûrement allé au Pérou, en Colombie, qui étaient les gens avec qui je buvais en Europe, ils étaient beaucoup plus proches de ces manières de faire l'ayahuasca que des manières brésiliennes. Multiples manières brésiliennes, il y a plein de manières de faire au Brésil, mais c'était pas trop, tu vois, le Brésil, c'était pas trop quelque chose qu'il y avait dans les cérémonies. Et du coup, mais bon, le Brésil, moi, ça m'allait. Donc on est partis, quoi, tous les deux, faire un échange. Et dans un endroit qui est pas du tout l'Amazonie, quoi. Parce que le Brésil, bon, c'est immense. Et un peu, on pourrait résumer schématiquement, il y a trois zones, en gros culturelles. Il y a le sud, qui est assez blanc, assez européen, quoi. Il y a le nord, l'Amazonie, où il y a vraiment cette culture autochtone, indigène. Et il y a le nord-est, où c'est, pour faire simple, hein, beaucoup plus afro, quoi. Et moi, j'étais à Recife, au-dessus de Salvador. Ce qui est connu, c'est dans le nord-est, c'est Salvador, c'est un peu plus au-dessus. Et donc, c'était pas le délire de l'Amazonie, c'était autre chose, quoi, un autre univers. Quand j'étais à Recife, je buvais avec un groupe de Santo Daime. Je vais préciser ce que c'est que le Santo Daime, peut-être pour les personnes qui connaissent pas. Le Santo Daime, c'est une religion qui naît dans les années, je dirais, 20-30 au Brésil, quand il y a l'explosion du business du caoutchouc. Et du coup, c'est des conditions de travail hyper dures, et il y a des immigrés du Nord-Est, du coup, africains, qui partent là-bas pour exploiter le caoutchouc dans des conditions de semi-esclavage, c'est très très dur. Et le caoutchouc, les arbres à caoutchouc, en fait, tu pouvais pas en Amazonie faire des champs de caoutchouc parce que il y avait des maladies qui contaminaient. Donc c'était des arbres qui étaient isolés dans la forêt. Donc les gens qui allaient récolter le caoutchouc, il fallait qu'ils partent loin. Et donc ils avaient des contacts avec les Indiens. Et d'ailleurs, il y avait aussi plein d'Indiens d'autochtones qui travaillaient dans le caoutchouc. Et donc il y a un mec, Irineu, que les gens qui sont de la religion de Santo Daime appellent Maître Irineu, qui lui était vraiment, comme beaucoup de gens au Brésil, c'était un noir. Et il était vraiment dans le catholicisme populaire, cette culture-là, et il rencontre l'ayahuasca. Et donc il a la vision, un peu la mythologie du Santo Daime, la vision de la Vierge, qui lui dit de créer
une religion basée sur l'ayahuasca et sur le catholicisme. Donc, c'est très différent de l'ayahuasca indigène et très catho aussi. Et moi, et c'est très rigide quand même. Au Brésil, il y en a des grandes églises de Santo Daime dans toutes les villes. Et moi, je suis allé une ou deux fois dans l'église de Recife. J'ai pas du tout aimé personnellement. Après, je respecte les gens qui sont de cette religion, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de règles, c'est très très rigide. Et moi, je buvais pas le Santo Daime dans cette circonstance-là. Je buvais avec un groupe un peu hérétique de personnes qui suivaient ce rituel, mais de manière beaucoup plus tranquille, quoi, sans autant de règles. Et du coup, avec de la Jurema comme plante. Parce que c'était des gens qui n'avaient pas trop de moyens financiers. Et la Jurema, là-bas, ben, c'est une arbre qui pousse naturellement. C'était plus facile que de trouver de la chacrona. La Jurema, donc, c'est un arbre qui pousse dans le nord-est du Brésil. Pas trop sur la côte, plutôt dans l'intérieur des terres. Parce que sur la côte du Brésil, du coup, c'est tropical. Et l'intérieur des terres, certains, c'est semi-désertique. C'est un arbre semi-désertique qui contient énormément de DMT. Du coup, la substance hallucinogène visionnaire qu'il y a justement dans la chacrona, l'ayahuasca. Du coup, l'ayahuasca, ce breuvage amazonien, qui est un mélange de deux plantes, le capi et la chacrona. Et la chacrona contient la DMT, elle a besoin de ce qu'on appelle un inhibiteur d'IMAO qu'il y a dans le capi pour être métabolisé. Et du coup, la Jurema, donc, c'est une plante locale plutôt de Recife, enfin, autour de Recife, qui contient beaucoup de DMT, mais qui est assez peu active si tu la consommes comme ça, seule. C'est actif quand même. Il y a des études qui parlent de jurémamine qui serait une composante à l'intérieur de la jurema qui permettrait de métaboliser la DMT, mais pas du tout de la même manière que si tu la mélanges un, à un inhibiteur d'IMAO. C'est-à-dire que j'ai déjà fait des expériences avec des indigènes d'ayahuasca, de jurema traditionnelle, en tout cas telles qu'elles sont bues dans certains contextes indigènes maintenant au Brésil, et tu sens un effet, mais un effet assez léger par rapport à une prise d'ayahuasca. Tu vois, t'as un peu des visions, mais il faut les chercher, quoi. Et donc eux, ils prenaient ça, ce qu'on appelle la jurema huasca, c'est-à-dire mélangé à des inhibiteurs d'IMAO. Et donc j'ai eu ce contact-là avant la première année à Brésil, j'ai eu ce contact-là avec la plante. Et aussi parce que quand on parle de Jurema, il faut différencier la plante de la Jurema et la religion ou la culture de la Jurema. Et ça, j'en ai eu un contact les premières fois de non-initiés à travers la culture populaire. Parce que la Jurema, c'est vraiment quelque chose qui est la Jurema comme culture, on va dire, qui est un marqueur identitaire très fort à la fois pour les Noirs et pour les indigènes. Et, euh, et les Noirs, les Afrodescendants, et ben, il marque aussi toute la culture de carnaval, toute la culture de fête de rue. Et donc, moi, j'avais plein de copains afro-descendants et afro-centrés aussi qui étaient dans de la militance afro. Et donc, aller dans des fêtes, c'est là que j'ai eu aussi les premières fois, tu vois, des paroles de chansons et tout qui parlaient de cet univers culturel. Mais c'est plus tard, t'as d'autres voyages que j'ai commencé à être vraiment initié. Sentado numa mesa de Jurema, tava caído sem poder me levantar. Les premières fois que je fréquentais ce groupe du coup de Santo Daime Jurema, on va dire, euh, les gens parlaient des rituels de Jurema qui se passaient de Jurema quoi, mais personne n'y avait vraiment accès. Hora que eu saudei Jurema preta. Les gens en parlaient, tu vois, comme ça entre les cérémonies que ça existait ça et tout ça. Et, euh, et quand je suis revenu à un autre voyage, parce que j'ai habité 3 ou 4 ans à Recife, mais en plusieurs fois. Quand je suis revenu à un autre voyage, là, ça avait changé la situation de ce groupe. Parce que du coup, c'était devenu beaucoup plus. Un peu moins Santo Daime. C'était toujours des rituels de Santo Daime. Mais il y avait des parties de Jurema qui se mettaient dedans. C'est-à-dire que. Il y avait des incorporations. Parce que comme je vais expliquer, une des caractéristiques vraiment fortes de la Jurema, c'est les incorporations, ce qu'on appelle plus communément ici la possession. Donc des personnes qui sont, comme ça existe dans beaucoup de cultures dans le monde, prises par un esprit. Et du coup, c'est plus, en tout cas les gens autour, dans le contexte rituel, on considère que c'est plus cette personne qui est là, mais un esprit à sa place. Et donc là, ça commençait à exister ça dans ces rituels de Santo Daime. Donc c'était
des énergies, des esprits qui étaient liés au contexte culturel de la Jurema. Et il y avait une personne qui fait son apparition, donc Jouan, qui était ce qu'on appelle, on dit Juremeru ou Pai de Santo. Donc c'est quelqu'un qui avait on dit aussi, là je vais employer quelques termes en brésilien, à chaque fois j'essaie de les expliquer, il avait un terreiro. Terreiro, c'est comme ça qu'on appellerait un temple où se passe pratique la Jurema. Et donc lui, à la base, il était venu pour le Santo Daime, parce que ça l'intéressait le Santo Daime, et de pratiquer aussi l'ayahuasca, quoi. Mais il commençait un peu de fait à avoir le rôle de Pai de Santo des gens, en plus de son terreiro qu'il avait par ailleurs, des gens de ce groupe de Santo Daime, puisque bah, ça lui donnait du travail, il y avait des entités qui venaient, il fallait qu'il s'en occupe. Et donc moi, ce qui s'est passé, bon, ça me fascinait, parce que j'avais jamais vu ça de ma vie, ça me fascinait. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'une fois, travail hyper fort, l'ayahuasca est très très forte. Enfin là, je sais, des fois c'était de l'ayahuasca, des fois c'était de la Jurema. Mais les effets sont très similaires, donc en tout cas la substance était très forte. Et puis là, ça commence à arrêter le Santo Daime, à entrer dans ce qu'on appelle les pontos, c'est les chants de la Jurema, quoi. Qui sont des chants qui sont très courts et qui se répètent. Il y a un soliste et le chœur qui répète les chants, c'est un peu comme des mantras, quoi. Un autre groove que les mantras, mais un peu dans ce style-là. Et ça commence à entrer là-dedans, et moi, je commence à être pris, en fait. Je suis pas pris, on distingue deux états, on distingue l'incorporation, c'est-à-dire la possession, où vraiment la personne n'est plus elle, de l'irradiation. C'est des phases préliminaires, souvent les personnes qui commencent à entrer là-dedans, ils n'accèdent pas à une incorporation entière, mais à l'irradiation. Je commence à être irradié. Et donc je commence à sentir une transe différente, provoquée par le fait que le thé et la soupe étaient très fortes, mais différente, quelque chose d'autre qui m'était jamais arrivé. C'est-à-dire vraiment la sensation d'une altérité à l'intérieur de moi. Et pas l'altérité de la plante. Parce que ça fait ça l'ayahuasca, ça donne la sensation, je parle de sensation, je parle pas de... Je dis pas que ça existe pour de vrai ou pas, c'est une question philosophique ça, mais ça donne la sensation, l'ayahuasca, d'avoir l'esprit de la plante, ou en tout cas que le dialogue intérieur qu'on a avec soi et qu'il y a quelque chose d'autre qui parle de la plante. Ça, j'avais déjà vécu ça, mais là c'était autre chose, c'était un esprit, quoi. Et que je sentais et c'est très fort, c'est presque violent. Parce que je sens vraiment des ondes d'énergie. Là, j'étais par terre, j'étais en train de crier. Vraiment quelque chose, une force qui me dépassait, quoi. Et les autres, moi, je devinais un peu ce qui se passait, mais pour les autres, c'était clair de ce qui se passait, quoi. C'était l'esprit qui était là. Puis du coup, ils envoyaient cet esprit, ça montait, ça montait. Puis ça n'a pas arrivé au paroxysme de l'incorporation, parce que ça se passe pas comme ça. Une incorporation, ça demande du temps pour arriver. Mais en tout cas, quand je reviens de ça, du coup, Pai Jouan, il me dit... parce que par les Juremeru, on les appelle père et mère un peu par respect. Comme on pourrait dire Taïta dans d'autres traditions colombiennes. Donc, Père Jouan, Pai Jouan, il me dit, bon ben, en fait là, il t'est arrivé ça, il faudrait que tu t'inities. Bate asa e canta o galo, dizendo Cristo nasceu. Bate asa e canta o galo, dizendo Cristo nasceu. Avec recul, si je comprenais mieux, à l'époque je comprenais rien. J'aurais pas fait ça comme ça, c'était un peu téméraire, parce que j'étais tellement fasciné par ce qui me venait à m'arriver que je me suis initié presque tout de suite. Et aucun regret. Mais normalement ça se passe pas comme ça, c'est quand même... Parce qu'une fois que t'es initié, t'as un lien avec le terreiro, donc le temple, et donc c'est prudent de passer du temps dans ce temple, un peu plus que je l'ai passé sans être initié pour un peu comprendre. Mais d'un autre côté aussi, je sais pas si j'aurais eu accès à ça dans d'autres terreiros. Parce que c'est quand même quelque chose qui est assez peu ouvert aux gringos, quoi. Abre a mesa e dê licença, Santa Teresa. Juin, il m'a fait cette place, mais je sais pas si forcément... de toute façon, ça me serait arrivé ailleurs. C'était cet endroit-là, quoi. Só Santa Teresa. L'initiation d'Ali lui tombe un peu dessus sans crier gare. Il va découvrir un univers riche et étrange, tissé de liens avec l'invisible et avec l'histoire d'un peuple aux 1000 facettes qui se rassemble dans la résistance à l'oppression économique, culturelle et spirituelle.
Avant de vous quitter, un petit rappel de la possibilité de soutenir le podcast financièrement en suivant le lien vers la page Tipeee indiquée en description. Dans le prochain épisode, Ali nous décrira plus en détail l'univers de la Jurema. D'ici là, portez-vous bien.